Le 7 juillet 1943, il est 14h32, Kursk, sur le front de l'Est. Le colonel Paul Rostomov, commandant de chars soviétiques, fixe, à travers son périscope, une formation de panthères allemands. Son T-34 possède un blindage frontal vertical de 45 mm, robuste pour 1941. Le Panther qui lui fait face, un blindage de 80 mm d'épaisseur, mais incliné à 55 degrés par rapport à la verticale. L'épaisseur effective, 140 mm. L'obus de Rostomov rebondit comme une balle de ping-pong contre un mur en béton. À cet instant précis, l'armée rouge réalise que toute sa doctrine de blindage est obsolète. Le blindage incliné allemand ne va pas seulement changer le cours de cette bataille, il va dominer la conception des chars soviétiques pendant les 50 prochaines années. Jusqu'en 1943, l'histoire du blindage des chars était d'une simplicité étonnante. Depuis la Première Guerre mondiale, une règle de fer s'appliquait. Plus d'épaisseur signifiait plus de protection. Les chars britanniques Mark IV avaient 12 mm d'acier. Les chars français Renault FT sont passés à 22 mm. Les chars allemands Panzer IV atteignaient 50 mm à l'avant. La logique était linéaire. Double épaisseur signifiait double protection. Les ingénieurs du monde entier travaillaient avec cette équation simpliste. Mais il y avait un problème fondamental, le poids. Chaque millimètre d'acier supplémentaire signifiait des tonnes en plus. Le T-34 soviétique pesait 26,5 tonnes avec un blindage frontal de 45 mm. Pour passer à 80 mm, le poids aurait grimpé à plus de 35 tonnes. Les moteurs des années 1940 ne pouvaient pas déplacer efficacement de telles masses. La vitesse aurait chuté de 55 km/h à moins de 30 km/h. Les chars seraient devenus des cibles lentes et pataudes. Les ingénieurs américains étaient confrontés au même problème. Le M4 Sherman n'avait que 51 mm de blindage frontal. Non pas parce que les métallurgistes américains étaient incompétents, mais parce que sa conception pesait déjà 30,3 tonnes. En 1942, le général Dupré reçut des rapports d'Afrique du Nord. Le canon anti-aérien allemand de 88 mm perçait le blindage des Sherman à une distance de 2000 mètres. La solution semblait évidente, ajouter plus d'acier. Mais les calculs étaient accablants. Pour résister aux canons allemands, le Sherman aurait besoin de 100 mm de blindage frontal. Le poids grimperait à 42 tonnes. Les moteurs existants surchaufferaient. Les transmissions tomberaient en panne. Les ponts s'effondreraient. L'équation semblait insoluble. Mobilité ou protection. On ne pouvait pas avoir les deux. Puis, le Panther est apparu. Les premiers rapports sont arrivés du front de l'Est en juillet 1943. Les analystes du renseignement soviétique ont reçu des schémas techniques de composants de Panther capturés. Ce qu'ils ont vu n'avait aucun sens au début. Le blindage frontal n'avait que 80 mm d'épaisseur, moins que ce à quoi ils s'attendaient. Mais ces 80 mm n'étaient pas montés verticalement. Le blindage était incliné à 55 degrés par rapport à la verticale. Un jeune ingénieur nommé Morozov, le même Morozov qui concevra plus tard le T-54, effectua les calculs. Sa main tremblait en vérifiant le résultat. Lorsqu'un obus frappe une surface inclinée, il doit traverser plus de matériaux que la simple épaisseur nominale. Avec une inclinaison de 55 degrés, l'épaisseur effective est l'épaisseur nominale divisée par le cosinus de l'angle. Les mathématiques étaient d'une simplicité brutale, mais révolutionnaire. 80 mm d'acier à 55 degrés d'inclinaison, équivalent à une épaisseur effective de 140 mm contre les impacts directs. Mais ce n'était que le début. Les obus qui frappent un blindage incliné ont une tendance supplémentaire à ricocher. L'angle critique pour le ricochet commence à environ 60 degrés par rapport à la perpendiculaire. À 55 degrés, le front du Panther était juste à ce seuil. Les obus soviétiques de 76,2 mm
qui avait auparavant percé de manière fiable les blindages des T-34 et des KV-1, ricochait à 70% sur le Panther. Même lorsqu'il ne ricochait pas, il devait traverser 140 mm d'épaisseur effective. Le canon du T-34 pouvait percer au maximum 90 mm d'acier à blindage à une distance de 500 mètres. Le Panther était pratiquement immunisé contre les attaques frontales. Morozov présenta ses analyses le 15 août 1943 à Tcheliabinsk. Le centre de la production de chars soviétiques, la salle était remplie d'ingénieurs, de métallurgistes et de commandants militaires. Sa présentation dura 47 minutes. Il montra non seulement les mathématiques du blindage incliné, mais aussi sa brutale efficacité. Un Panther avec un blindage de 4055 degrés pesait 45 tonnes. Un T-34 hypothétique avec une protection équivalente, grâce à un blindage vertical, nécessiterait des plaques de 140 mm d'épaisseur et pèserait plus de 52 tonnes. Le Panther n'était pas seulement mieux protégé, il était protégé plus efficacement. Les ingénieurs allemands avaient exploité la physique au lieu de la combattre. À la fin de sa présentation, le lieutenant-général Kotin, chef de l'usine Kirov, se leva. Ces mots furent consignés. « Camarades, nous avons essayé de construire des chars comme des forteresses. Les Allemands ont compris qu'un char doit être une forteresse mobile et inclinée. Nous devons tout repenser. » Cependant, la conversion soviétique ne fut pas immédiate. La production de T-34 battait son plein, 1300 chars par mois à l'automne 1943. Reconfigurer les lignes de production coûterait des mois et affaiblirait le front. Au lieu de cela, des efforts parallèles ont commencé. Morozov reçut la direction d'un projet secret, le projet 137. L'objectif était clair, concevoir un char qui combinerait la technologie Panther avec l'efficacité de la production soviétique. Les spécifications étaient rigoureuses. Blindage frontal avec une inclinaison d'au moins 50 degrés, poids maximum de 36 tonnes, vitesse supérieure à 50 km/h, production possible avec les outils existants. L'équipe avait 18 mois. Parallèlement à cela, un programme désespéré fut lancé pour capturer des panthères intactes. Chaque panthère capturée était immédiatement emmenée à Kubinka, le terrain d'essai soviétique secret situé à 65 km à l'ouest de Moscou. Là, une équipe d'experts composée de métallurgistes, d'ingénieurs et de spécialistes en balistique attendait. Ils démontaient les panthères pièce par pièce. Le blindage frontal était analysé au rayon X. La composition de l'acier était déterminée par spectroscopie. Les soudures étaient examinées sous des microscopes. Chaque détail était documenté, photographié, mesuré. Ce qu'ils découvrirent était encore plus impressionnant que la géométrie inclinée. Le blindage allemand n'était pas seulement incliné, il était fait d'un acier d'une dureté exceptionnelle. Les tests de dureté Brinell montrèrent des valeurs comprises entre 240 et 280 HB pour les plaques frontales. L'acier à blindage soviétique atteignait généralement 220-240 HB. Les Allemands avaient trouvé un moyen de produire un matériau plus dur sans augmenter la fragilité. Cela était obtenu grâce à un contrôle précis de la température pendant le processus de trempe. Les plaques d'acier étaient chauffées à 880 degrés K, puis trempées dans l'huile à des vitesses contrôlées avec précision. Ensuite, elles étaient recuites à 580 degrés C. Un processus qui équilibre la dureté avec la ténacité. La technique de soudure était tout aussi révolutionnaire. Les ingénieurs allemands utilisaient la soudure automatique à l'arc submergé pour les longues soudures. Cette technique, inventée aux États-Unis en 1935, mais perfectionnée par l'Allemagne, permettait une pénétration profonde et une distorsion minimale. Les soudeurs soviétiques utilisaient principalement la soudure manuelle à l'arc, plus lente et moins homogène.
Les soudures allemandes étaient jusqu'à 40% plus solides que leurs équivalents soviétiques. À Kubinka, les ingénieurs ont effectué des tests de choc. Les soudures allemandes n'ont cédé qu'à 47 joules d'énergie d'impact. Les soudures soviétiques, elles, cédaient en moyenne à 32 joules. Mais le V-Ray, génie du blindage du Panther, résidait dans son intégration systémique. Le blindage frontal incliné n'était pas simplement une plaque inclinée. Toute la structure avant du Panther était conçue comme un système intégré. La plaque frontale supérieure était inclinée à 55 degrés et avait une épaisseur de 80 mm. La plaque frontale inférieure était inclinée à 55 degrés et avait une épaisseur de 60 mm, plus fine, car elle était plus éloignée du feu ennemi et moins susceptible d'être touchée. Les plaques latérales n'avaient que 40 mm d'épaisseur, mais étaient inclinées à 40 degrés, ce qui donnait une épaisseur effective de 52 mm. Chaque plaque était optimisée pour son angle d'attaque le plus probable. Les renforts internes étaient tout aussi bien pensés. Les ingénieurs allemands utilisaient un système de cornières et d'entretoises qui répartissait l'énergie d'impact sur toute la structure. Lorsqu'un obus frappait le blindage frontal, l'énergie cinétique n'était pas seulement absorbée par la plaque frontale. Elle était transférée aux plaques latérales et de plancher, par le biais des renforts. Cela réduisait la déformation et empêchait les ruptures. Les chars soviétiques utilisaient des cadres rectangulaires plus simples. Lorsque leur blindage était touché, l'énergie se concentrait au point d'impact, ce qui entraînait souvent des fissures. Durant l'hiver 1943-1944, l'équipe de Morozov a collecté suffisamment de données pour commencer la conception du projet 137. La première décision concernait l'inclinaison du blindage frontal. Les Allemands utilisaient 55 degrés. Les Soviétiques devaient-ils copier le même angle? Les tests à Kubinka, avec des plaques de Panther capturées, ont montré que 55 degrés était optimal pour les obus à vitesse moyenne. À des angles plus élevés, environ 60 degrés. Le blindage ferait ricocher encore plus de coups, mais l'espace interne serait considérablement réduit. À des angles plus faibles, environ 50 degrés, il y aurait plus d'espace, mais moins de ricochets. Morozov a décidé 60 degrés pour la plaque frontale supérieure, plus agressif que le Panther. Cela augmenterait le taux de ricochet à environ 80% contre les canons soviétiques. La deuxième décision concernait l'épaisseur. Morozov voulait 100 mm à 60 degrés, une épaisseur effective de 200 mm. Mais les contraintes de poids étaient implacables. Des plaques d'acier de 100 mm sur tout le devant porteraient le poids à plus de 40 tonnes. Au lieu de cela, il a choisi un compromis, 90 mm à 60 degrés pour la plaque frontale supérieure, 75 mm à 55 degrés pour la plaque frontale inférieure. L'épaisseur effective était de 180 mm et 130 mm respectivement. Mieux que le Panther, mais toujours en dessous de 36 tonnes de poids total. La métallurgie était le troisième défi. Les aciéries soviétiques ne pouvaient pas reproduire la dureté allemande de 280 HB, pas par manque de connaissances, mais à cause de pénuries de matériaux. L'Allemagne importait du molybdène de Norvège et du nickel de Finlande. Pour ces alliages de blindage, l'Union soviétique avait un accès limité à ces éléments. Au lieu de cela, les métallurgistes soviétiques utilisaient des teneurs en carbone plus élevées, jusqu'à 0,45%, contre 0,35% dans l'acier allemand. Cela augmentait la dureté à 254 RB, mais aussi la fragilité. Pour compenser cela, ils ont développé un processus de revenu en 2 étapes. Première étape à 620 degrés C pendant 4 heures. Deuxième étape à 540 degrés C pendant 3 heures. Cela réduisait les tensions internes et améliorait la ténacité. En mars 1944,
le premier prototype du projet 137 était terminé. Il a été transporté à Kubinka pour des tests de tir. Le protocole de test était complet. Obus de 76,2 mm provenant de canons de T-34 à différentes distances, obus de 85 mm provenant de nouveaux canons D5T, même des obus allemands capturés de 75 mm. Les résultats ont dépassé les attentes. À une distance de 1000 mètres, 82% des obus de 76,2 mm ont ricoché. Les 18% qui ont pénétré n'ont réussi à traverser que les plaques latérales ou arrière les plus fines. Le blindage frontal était impénétrable, même les obus de 85 mm. Les munitions perforantes soviétiques les plus puissantes ont ricoché à 65% sur le devant. Pourtant, le projet 137 n'a jamais atteint la production de masse. À l'été 1944, la situation stratégique a dramatiquement changé. L'armée rouge a pénétré profondément en Europe de l'Est. Les Allemands ont lancé des contre-attaques désespérées avec leurs chars les plus récents. Pas seulement des Panthers, mais aussi des Tiger II, avec un blindage encore plus épais. La réponse soviétique a été le char lourd IS-2 avec un canon de 122 mm. Le projet 137, avec son canon de 85 mm, a soudainement semblé insuffisant. Le projet a été mis en pause, mais pas abandonné. Les notes de Morozov et les dessins techniques ont été soigneusement archivés. La guerre a pris fin en mai 1945. En quelques semaines, des efforts systématiques ont commencé pour confisquer la technologie allemande. L'opération Osso Aviakim était la version soviétique de l'opération Paperclip américaine. Des milliers d'ingénieurs, de techniciens et de scientifiques allemands ont été transportés en Union soviétique, souvent avec leurs familles entières. Beaucoup d'entre eux étaient des experts en chars. L'usine Daimler-Benz à Berlin, où les composants du Panther étaient fabriqués, a été complètement démontée. Machines, outils, plans, tout a été expédié à Tcheliabinsk. Parmi les documents confisqués se trouvaient des dessins de production complets du Panther. Ceux-ci montraient non seulement la géométrie finale, mais chaque étape du processus de fabrication. Comment les plaques d'acier étaient coupées, comment elles étaient formées sans provoquer de fissures, comment elles étaient alignées et soudées, les températures et les temps précis pour le traitement thermique, les tests de contrôle qualité pour le blindage fini. C'était une encyclopédie complète de la technologie allemande des chars. En janvier 1946, la direction soviétique a sorti le projet 137 de Morozov des archives. Le nouveau mandat était clair. Concevoir un char moyen qui remplace le T-34, intègre la technologie Panther et puisse résister aux chars occidentaux de la prochaine décennie. Morozov avait maintenant accès à toutes les données allemandes capturées. Il a commencé à intégrer systématiquement les caractéristiques du Panther. Le blindage incliné était évident, mais il est allé plus loin. Il a repris les modèles de renfort allemands, il a copié les séquences de soudure, quelles soudures en premier, quelles en dernier, pour minimiser la distorsion. Il a adapté la méthode allemande de formage des plaques par pressage hydraulique, au lieu de chauffer et marteler. La conception qui en a résulté a été appelée T-54. Le premier prototype est sorti de l'usine en janvier 1947. Extérieurement, il ressemblait au T-34. Une silhouette basse, une tourelle arrondie, de larges chenilles. Mais le blindage était une pure évolution du Panther. La plaque frontale supérieure, 100 mm, avec une inclinaison de 60 degrés, exactement le plan initial du projet 137 de Morozov. La plaque frontale inférieure, 90 mm, avec une inclinaison de 55 degrés. Plus épaisse que le projet 137 grâce à des moteurs améliorés, capables de supporter le poids supplémentaire. La tourelle, 200 mm à l'avant, hémisphérique pour un angle de ricochet maximal. Une amélioration par rapport aux conceptions allemandes de tourelles plus plates.
Les similitudes avec le Panther n'avaient pas échappé aux services secrets occidentaux. Un rapport de la CIA datant de juin 1949 analysait les premières photos du T-54 prises lors d'un défilé de mai à Moscou. Le rapport, aujourd'hui partiellement déclassifié, est remarquablement direct. Le blindage frontal soviétique montre une nette adoption des principes de conception allemands du Panther. Les angles d'inclinaison sont presque identiques, les motifs de renforcement, visibles sur des photos haute résolution de véhicules endommagés en Corée, reproduisent les méthodes allemandes. Les concepteurs de chars soviétiques ont systématiquement utilisé la technologie allemande comme base de leurs nouveaux chars de combat standards. La guerre de Corée de 1950 à 1953 a offert la première épreuve du feu pour le T-54. Les unités nord-coréennes et plus tard chinoises ont utilisé les premiers modèles de T-54. Les chars américains M26 Pershing et M46 Patton leur faisaient face. Les résultats ont choqué les commandants américains. Le blindage frontal du T-54 était pratiquement immunisé contre les obus américains de 90 mm, à toutes les distances, sauf les plus courtes. Un rapport de combat du 15 avril 1951 décrit un engagement près de Yeonchon. Un seul T-54 a été pris pour cible à 1200 mètres par 4 chars M26. 7 obus de 90 mm ont frappé le blindage frontal. Les 7 ont ricoché ou n'ont causé que des dommages superficiels. Le T-54 a riposté, détruisant 2 M26 et s'est retiré indemne. Les ingénieurs américains ont reçu leur premier T-54 intact en novembre 1951, un véhicule abandonné par les troupes chinoises lors d'une retraite chaotique. Il a été expédié à Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland. Là, une analyse approfondie a commencé, remarquablement similaire à l'enquête menée par Kubinka sur les Panthers. Chaque plaque de blindage a été mesurée, pesée, analysée. Des tests métallurgiques ont déterminé la composition et la dureté. Des tests de tir avec des munitions américaines ont établi des seuils de pénétration. Le rapport qui en a résulté, rédigé en mars 1952, faisait 247 pages. Le chapitre 7, intitulé « Blindage frontal et géométrie d'inclinaison », est particulièrement révélateur. La mise en œuvre soviétique du blindage incliné surpasse les normes allemandes du Panther. La plaque frontale supérieure de 100 mm Z60 offre une épaisseur effective de 200 mm, 43% de plus que le Panther. La probabilité de ricochet contre les munitions américaines 90 mm et même 82 APCBC est de 73% à 1000 mètres. Les concepteurs soviétiques n'ont pas seulement copié les concepts allemands, ils les ont améliorés grâce à une épaisseur supplémentaire permise par des moteurs plus puissants. Cette analyse a atteint les plus hauts niveaux du Pentagone. Le général Dupré, chef d'état-major de l'armée, a ordonné en mai 1952 une revue complète du développement des chars américains. Le résultat a été le projet M60, un char avec un blindage considérablement plus incliné que les conceptions américaines antérieures. La plaque frontale supérieure du M60, 93 mm avec une inclinaison de 65 degrés, encore plus agressif que le T-54. C'était une réponse directe aux conceptions soviétiques, elles-mêmes basées sur des concepts allemands. Mais l'histoire du T-54 n'était que le début. Entre 1947 et 1981, l'Union soviétique a produit plus de 50 000 T-54. Et la variante améliorée T-55, chacun d'eux avait le blindage frontal incliné caractéristique. Ces chars ont été exportés vers plus de 40 pays. Les usines chinoises ont produit des copies sous licence sous le nom de type 59, soit 10 000 unités supplémentaires. Les usines polonaises les ont construits sous le nom de T-54AM, 1500 unités. Les usines tchèques sous le nom de T-54M,
3300 unités, la technologie de blindage du char allemand Panther, adaptée dans le T-54, est devenue la configuration de char la plus répandue de l'histoire. La génération suivante a repris les mêmes principes. Le T-62, introduit en 1961, avait une plaque frontale supérieure de 102 mm avec une inclinaison de 60 degrés, presque identique au T-54, le T-64, une conception révolutionnaire de 1963, est passé à 80 mm avec une inclinaison de 68 degrés, une inclinaison plus extrême pour encore plus de ricochets. Le T-72, qui a atteint la production de masse en 1973 et qui allait devenir le principal char de combat de la Russie pendant des décennies, est revenu à des 60 mm plus conservateurs avec une inclinaison de 68 degrés, un acier plus mince, compensé par une inclinaison plus élevée et des alliages améliorés. Chacune de ces conceptions peut être directement retracée au Panther. Les principes géométriques, blindage incliné pour maximiser l'épaisseur effective et la probabilité de ricochet, proviennent d'études allemandes de la fin des années 1930 et du début des années 1940. Les méthodes de fabrication, soudure automatique, traitement thermique précis, renforts intégrés, ont été développés par des usines allemandes et acquises par la confiscation soviétique. Même les chars russes modernes T-90, construits dans les années 2000. Elle conserve l'inclinaison caractéristique de 60 à 65 degrés du blindage frontal. Les améliorations métallurgiques ont suivi des chemins similaires. Le blindage allemand du Panther atteignait une dureté de 240 à 280 EHB, grâce à des alliages de chrome, nickel, molybdène. Les premiers T-54 soviétiques atteignaient 250 à 270 EHB grâce à une forte teneur en carbone et une trempe en 2 étapes. Les modèles ultérieurs T-62 et T-72 ont finalement intégré des ajouts de nickel et de molybdène. Non pas parce que les métallurgistes soviétiques étaient lents, mais parce que l'accès à ces matériaux était limité pendant des décennies. Lorsque les opérations minières soviétiques se sont étendues en Sibérie et en Asie centrale, les méthodes d'alliage allemandes ont finalement été entièrement reproduites. La technologie de soudure a suivi un schéma similaire. La soudure automatique allemande à l'arc submergé a été confisquée en 1945. Mais il a fallu attendre la fin des années 1950 pour que les usines soviétiques se convertissent complètement. Les premiers modèles de T-54 utilisaient un mélange de soudure manuelle et automatique. À partir de 1958, la variante T-54B a été entièrement fabriquée avec des procédés de soudure automatique, 15 ans après le Panther, mais avec des méthodes identiques. La résistance des joints soudés a atteint les normes allemandes. 45 à 50 joules d'énergie d'impact avant la rupture. Les conceptions de chars occidentaux ont finalement suivi ce chemin également. L'américain M48, introduit en 1952, n'avait que 110 mm avec une inclinaison de 60 degrés, un compromis entre la protection et l'espace interne. Le M60, introduit en 1960, est passé à 93 mm avec une inclinaison de 65 degrés, un acier plus mince, mais une inclinaison plus extrême. Exactement la méthode soviétique. Le Chieftain britannique de 1966 a suivi une voie différente. Des 120 mm massifs avec seulement 72 degrés. Moins d'inclinaison, mais une épaisseur extrême. Mais le char allemand Léopard 1, introduit en 1965, est revenu au principe classique. 70 mm à 60 degrés, presque exactement les proportions du Panther, adaptées aux exigences modernes. L'ironie est frappante. Des ingénieurs allemands ont développé un blindage incliné par nécessité. Une capacité de production limitée et des ressources rares, les obligeant à trouver des méthodes de protection plus efficaces. Des ingénieurs soviétiques ont copié ces méthodes par respect
pour leur supériorité technique. Des ingénieurs occidentaux les ont adaptés par peur des chars soviétiques. Finalement, une innovation allemande de 1942 est devenue la norme mondiale pour la conception des véhicules blindés. C'est incroyable. Une analyse moderne montre à quel point cette influence a été profonde. Un document de 2015 de l'US Army Armor School a analysé l'évolution du blindage de 1945 à 2015. Les auteurs ont identifié 3 moments révolutionnaires. Premièrement, le blindage incliné allemand de 1942-1943. Deuxièmement, le blindage composite Shobham britannique des années 1960. Troisièmement, le blindage réactif des années 1970. Mais ils ont remarqué que le blindage incliné est resté la base fondamentale de toutes les innovations suivantes. Les plaques Shobham ont été montées en biais. Le blindage réactif a été installé sur des surfaces inclinées. Le principe géométrique établi par les ingénieurs allemands n'a jamais été remplacé. Il a seulement été renforcé. Les implications économiques sont difficiles à quantifier, mais immenses. L'Union soviétique a construit plus de 100 000 chars avec un blindage incliné entre 1947 et 1991. Les T-54, les T-55, les T-62, les T-64, les T-72, les T-80. Si le blindage incliné permet d'économiser en moyenne 30% du poids de l'acier par rapport au blindage vertical, cela représente des économies de millions de tonnes d'acier, à 30 tonnes par char et une économie de 30% sur le poids du blindage, environ 8 tonnes par véhicule. Cela donne 800 000 tonnes d'acier économisées au prix historique de $400 la tonne. Cela équivaut à 320 millions de dollars d'économie de matériaux, rien que pour l'Union soviétique, sans compter tous les pays qui ont copié les conceptions soviétiques. Énorme. L'impact sur l'enseignement technique a été tout aussi important. Les étudiants en ingénierie du monde entier étudient le blindage incliné comme un exemple classique de conception intelligente. Les cours de physique utilisent les mathématiques de l'épaisseur effective pour démontrer les principes trigonométriques. Les programmes de sciences des matériaux analysent des échantillons d'acier Panther pour enseigner le traitement thermique. Une innovation allemande née du désespoir de la guerre est devenue un élément fondamental de l'enseignement technique. Incroyable, non? Mais il est important de comprendre. Les ingénieurs soviétiques n'étaient pas de simples copieurs. Ils ont analysé les concepts allemands, compris la physique sous-jacente, et les ont adaptés aux méthodes de production et aux besoins stratégiques soviétiques. Le T-54 de Morozov n'était pas simplement un Panther soviétique. Il intégrait le blindage incliné aux priorités soviétiques, faible silhouette, entretien facile, production de masse. Le char résultant était à certains égards supérieur au Panther, plus léger, plus facile à produire, plus fiable dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui, 8 décennies après le premier Panther, le blindage incliné reste la norme. Le T-14 Armata russe, dévoilé en 2015, a une plaque frontale supérieure inclinée à environ 65-70 degrés. Les détails plus précis sont classifiés. Le type 99A chinois utilise environ 68 degrés. Le K2 Black Panther sud-coréen, ironiquement nommé d'après le char allemand, utilise environ 60 degrés. Les variantes américaines du M1 Abrams ont une inclinaison de 67 à 82 degrés selon le modèle. Le principe géométrique que les ingénieurs allemands ont développé par nécessité est maintenant universel. L'histoire humaine derrière cette technologie est tout aussi fascinante. Morozov, le concepteur du T-54, a travaillé sur les chars jusqu'à sa mort en 1976. Il a également développé le T-64 et jeté les bases du T-72. Des interviews peu avant sa mort, maintenant conservées dans les archives de l'État russe, montrent son respect pour les ingénieurs allemands. Nous avons appris d'eux que l'ingéniosité est plus importante que la force brute,
Un char n'est pas un bloc d'acier. C'est un système où la géométrie, les matériaux et la fonction doivent s'harmoniser. Les Allemands l'ont compris. Nous avons dû l'apprendre. Du côté allemand. Les concepteurs originaux du Panther étaient un groupe d'ingénieurs de MAN à Nuremberg et de Daimler-Benz à Berlin. Le concepteur en chef était Henry Ernest Klein, un ingénieur brillant mais controversé. Ses notes de 1941, récemment numérisées par les archives fédérales, montrent son processus de pensée. Le blindage vertical est du gâchis. Chaque angle supplémentaire réduit la pénétration. Nous devons laisser la physique travailler pour nous, pas contre nous. Klein est décédé en 1966, en Allemagne de l'Ouest, sachant probablement que son travail façonnait les conceptions soviétiques et occidentales. La leçon est claire. Les grandes innovations techniques transcendent les frontières politiques. Les ingénieurs allemands ont développé le blindage incliné. Les ingénieurs soviétiques l'ont adapté et amélioré. Les ingénieurs occidentaux ont appris des deux. Les ingénieurs chinois, indiens, israéliens et coréens ont intégré ces leçons dans leur propre conception. En fin de compte, le monde entier a bénéficié de l'innovation allemande, de l'adaptation soviétique et de la diffusion internationale. Formidable. Lorsque vous voyez un char moderne, quel que soit le pays, quel que soit le modèle, regardez l'avant, l'inclinaison, l'angle, la géométrie. C'est l'héritage du Panther. C'est l'ingénierie allemande de 1942, traduite en production soviétique de 1947. Adaptée par le monde entier pendant 8 décennies. Chaque millimètre incliné témoigne de la puissance des principes de conception astucieux. C'est indéniable. Cette histoire n'est pas seulement du passé. C'est un présent actif. Les ingénieurs qui travaillent aujourd'hui sur des véhicules blindés, qu'il s'agisse de chars, de véhicules de transport de troupes blindées ou même de véhicules de sécurité civile, utilisent les mêmes principes. Les surfaces inclinées sont maintenant partout, portes blindées de banques, barrières de sécurité, limousines blindées. La physique ne change pas. Un angle de 60 degrés aujourd'hui offre le même avantage qu'en 1943. Logique. Si vous appréciez cette histoire technique, soutenez avec les Super Thanks de YouTube. Chaque contribution me permet de creuser plus profondément. J'ai accès aux archives de l'État russe, aux archives fédérales allemandes, aux archives nationales américaines. Il existe des milliers de documents, plans, rapports d'essais, journaux d'ingénieurs qui racontent l'histoire détaillée de la technologie allemande et de sa diffusion mondiale. Chaque Super Thanks aide à numériser, à traduire et partager ces documents avec vous. Aidez-moi à préserver cette vérité technique. Merci. La question finale est: quelles autres technologies allemandes ont été tacitement copiées? Le blindage incliné n'est qu'un exemple. Il y en a des dizaines d'autres. Moteurs à réaction, système de guidage de missiles, schnorkel de sous-marin, vision nocturne infrarouge, optique de précision. Chacune a son propre récit, d'innovation, de copie et de diffusion à l'échelle mondiale. L'histoire de la technologie moderne serait incomplète sans la contribution allemande. Et l'histoire de la guerre froide serait incompréhensible sans comprendre comment la puissance soviétique s'est appuyée sur l'innovation allemande. Alors, la prochaine fois que vous verrez une photo d'un T-54, d'un T-62, d'un T-72, ou même du plus moderne T-90, rappelez-vous ceci: l'avant incliné caractéristique n'est pas une création soviétique originale. C'est un concept allemand, adapté par les soviétiques et diffusé dans le monde entier. C'est la preuve que les grandes idées techniques n'ont pas de nationalité. Elles appartiennent à l'humanité. Les ingénieurs allemands l'ont développé. Les ingénieurs soviétiques l'ont honoré en l'imitant. Et nous en bénéficions tous aujourd'hui. Quelle technologie allemande vous a le plus surpris? Beaucoup d'ingénieurs dans les commentaires ont révélé des liens incroyables.
des grands-pères qui ont travaillé sur des projets allemands, des plans dans les archives des entreprises, des brevets modernes avec des racines allemandes. Partagez vos découvertes techniques. Chaque commentaire est une pièce du puzzle de l'histoire de la technologie. Ensemble, nous reconstruisons la façon dont le monde moderne a vraiment été bâti, non pas grâce à un seul moment de génie, mais grâce à des décennies d'innovation, d'adaptation et de diffusion respectueuse de l'excellence technique au-delà de toutes les frontières.